Bonjour à tous. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer une autre fois dans ce petit exposé qui a pour objectif l'étude de l'équation de Navier-Stokes. Pour cela, il faut introduire la notion de viscosité. En effet, dans un fluide au repos, les actions de contact exercées par une particule mésoscopique de fluide sur une autre sont toujours orthogonales à la paroi fictive qui sépare les deux particules. Ce sont les actions de pression. Dans un écoulement, on constate expérimentalement qu'il existe, en plus des actions de pression, des actions tangentielles. Chaque particule de fluide a tendance à entraîner ses voisines dans son mouvement. Ces frottements internes au fluide sont les phénomènes de viscosité. Pour des raisons de simplicité, nous limiterons à l'étude des écoulements incompressibles dans ce petit exposé. Pour mesurer quantitativement les effets de la viscosité, on réalise le dispositif suivant. Donc l'axe X, l'axe Y, une plaque fixe et en haut une paroi mobile avec une vitesse V pour le moment. Donc, le liquide à étudier, rempli, ça c'est le liquide, étudié, rempli entre les deux parois. Une paroi du bas, elle est au repos. Par contre, la paroi au haut, initialement immobile, et on se met en mouvement avec une vitesse V constante avec un dispositif approprié. La mise en mouvement de la paroi supérieure est suivie du régime transitoire durant lequel le profil de la vitesse de liquide s'établit. Au bout d'un certain temps, un régime permanent s'établit et la vitesse ne dépend pas du temps. Des mesures expérimentales montrent les effets suivants. 1. Que le liquide adhère les parois, chaque paroi. Donc on a un phénomène d'adhérence. 2. Deuxième remarque, le champ de vitesse entre les deux lignes varie de façon linéaire. Et on peut écrire que V s'écrit sous la forme suivante. Donc, il admet une seule composante suivant l'axe X et dépend d'une seule variable Y. Et enfin, troisièmement, on peut noter aussi que la plaque du bas subit de la part du liquide une force F proportionnelle, à la dérivée de V indice X par rapport à Y et aussi proportionnelle à la surface S de contact. Ce coefficient de proportionnalité s'écrit état, ce qu'on appelle viscosité dynamique. Donc un vecteur, il faut ajouter un vecteur. La viscosité dynamique, c'est une propriété intrinsèque du liquide utilisé. Ce type, lorsque la force de viscosité s'écrit sous la forme suivante, un tel fluide est un fluide newtonien. On remarque aussi que la viscosité dépend essentiellement de la température du fluide. Donc,
On peut aussi définir la loi de Newton. On peut définir la loi de Newton relative à la viscosité. Viscosité. dF, la force de viscosité élémentaire, égale état fois dérivée de V par rapport Y fois ds px. Donc le schéma suivant, soit une surface élémentaire ds perpendiculaire. Donc l'axe ici, c'est l'axe Y. Ici, c'est l'axe X. Donc la force de viscosité qu'exerce la plaque en dessus sur la plaque en dessous, dF, s'écrit sous la forme suivante. Avec ds, c'est un vecteur normal à la plaque. Donc l'unité qu'on a déjà précisée de viscosité, c'est en pascal seconde. Ancienne unité, c'est poseur. Le terme dérivé de V indice X par rapport à Y s'appelle contrainte de cisaillement. Contrainte de cisaillement. Quelques ordres de grandeur de viscosité, par exemple pour l'air, pour l'eau à 20 degrés et pour l'huile. Pour l'air est de l'ordre disposant moins 5, disposant moins 3 et 1 pascal seconde. Donc, viscosité dépend seulement essentiellement de la température. Par exemple, pour l'huile de friture est beaucoup moins visqueuse, chaude qu'à température ambiante. Passons maintenant à établir qualitativement l'équation de Navier-Stokes. Pour cela, il suffit de revenir à l'exemple déjà évoqué précédemment. Donc, en écrivant les deux forces de viscosité pour une particule de fluide, de volume élémentaire d2, de masse volumique ρ. Donc, dans le système X, Y, on a une force dF1 et, pour ce petit schéma, c'est mieux, j'ai agrandi la particule, et une autre force dF2. Donc voilà la particule fluide. Donc, on a deux forces de viscosité de part et d'autre de la particule fluide. L'une à la position Y moins dy sur 2, l'autre à la position Y plus dy sur 2. En effet, voilà la distance dy. Donc, au centre, c'est x, y. On peut maintenant écrire la force dF1 n'est autre que le coefficient de viscosité fois dérivée de V indice X entre parenthèses Y par rapport à Y fois ds Px. dF2 égale dérivée de Vx par rapport à Y ds Px. Mais il faut faire attention, il faut ajouter le signe moins, d'après le principe de la force de viscosité totale
df de viscosité totale n'est autre que la somme df1 plus df2. Donc, la force de viscosité égale est un coefficient de viscosité en facteur, mais il faut faire attention, ici c'est appliqué à y plus dy sur 2, et ici c'est appliqué à y moins dy sur 2. Donc on peut écrire que la dérivée par rapport à y, notre écriture, de Vx entre parenthèses y plus dy sur 2, moins dérivée de V indice x de y moins dy sur 2 sur dy. Le tout appliqué fois ds. Donc, il faut faire attention, ds de x. En utilisant un développement de taille, par exemple dérivé de V indice x par rapport à y appliqué y plus dy sur 2, peut s'écrire sous la forme suivante. Dérivée de Vx entre parenthèses y sur dy plus dy sur 2, dérivée seconde. La même chose pour ici l'autre, mais avec un signe moins. Dérivée par rapport à y de cette quantité. Donc, on peut trouver facilement l'expression suivante. Il faut faire attention, dérivée partielle de façon générale, parce que y même, elle peut dépendre aussi du temps, de façon générale, fois dy. Seulement parce qu'il y a addition 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. Ensuite, le tout multiplié par la surface élémentaire ds, ux. ds fois dy n'est autre que le volume élémentaire de la particule. D'où l'écriture de cette force de viscosité. Donc, sur un cas pratique, on a déjà vu l'expression particulière de la force de viscosité. On peut généraliser à 3 dimensions. On peut généraliser à 3 dimensions. Et on peut écrire de façon générale la force de viscosité égale n'est autre que le Laplacien de la vitesse des tout. Et on peut noter petit f, la force de viscosité volumique, c'est Newton par mètre cube, df sur d tout, qui vaut état fois Laplacien de la vitesse. Et le Laplacien, c'est un opérateur mathématique qu'on peut le projeter dans n'importe quelle base cartésienne, cylindrique ou bien même sphérique. Donc, voilà l'expression de la force de viscosité pour un écoulement incompressible. Un écoulement incompressible. Je passe maintenant à écrire l'équation de Navier-Stokes. Pour cela, ces relations en principe fondamentales de la dynamique, on va écrire les relations fondamentales de la dynamique, et il faut introduire les actions qui s'exercent sur la particule fluide. Donc, dans un référentiel galiléen, dans un référentiel du laboratoire supposé galiléen, une particule mésoscopique de volume d2, une particule de volume d2, de masse
volumique ρ, donc isolée par la pensée dans cet écoulement. Cette particule est soumise à 3 forces, ρ fois d2, c'est la masse, fois g, ce qu'on appelle force de pesanteur. Force de pesanteur. Aussi, aux actions de pression, moins grade de P d2. Ce sont des actions de pression. Et enfin, aux forces de viscosité. Donc, lorsqu'on va écrire la dérivée de l'accélération, de la vitesse, c'est l'accélération fois ρ, égale, fois d2, ρ d2, la masse, égale ρ fois g d2, les pesanteurs, moins grade les forces de pression d2, et enfin, les forces de viscosité. D2. On peut simplifier de part et d'autre par d2. Donc, et on peut écrire l'équation dite de Navier-Stokes. Je vais écrire clair ici, ρ dérivée de v sur dt égale moins grade de P plus ρ fois g pesanteur plus terme de viscosité. Je vais faire une remarque pour cette équation. Si on néglige le phénomène de viscosité, si on néglige le phénomène qui est du phénomène de viscosité. Donc, on va retrouver, ou bien on va retrouver l'équation dite équation d'Euler. Équation d'Euler, c'est l'équation d'Euler. Dans le cas statique, fluide au repos, dérivée de V sur dt, dérivée particulière égale vecteur nu, et on va retrouver la relation de l'hydrostatique, fondamentale de l'hydrostatique. Donc, à partir de cette équation générale, je peux retrouver toutes les équations classiques et simples, soit de l'air, soit de la statistique. Donc, voilà l'équation de l'air et l'équation de l'hydrostatique. Donc, je préfère bien apprendre par cœur cette équation de Navier-Stokes, et à partir de cette équation, on peut tirer les autres équations. Projetons maintenant cette équation à une dimension sur l'axe OX. Donc, je reviens à un nouvel exemple. On a V égale V indice X entre parenthèses Y EX, YT, de façon générale. Y T EX. Donc, lorsque je vais réécrire cette équation, ρ, la dérivée particulière, je peux l'écrire sous la forme dérivée de V indice X YT sur dt plus V indice X YT scalaire grade, donc dérivée par rapport à Y, de Vx, composante grade X, ici X, YT. Ce terme égale moins grade de la pression, force de pression, P, X, Y, Z de façon générale sur Dx, plus ρg, projection est nulle,
plus le terme de viscosité. On a deux termes ici qui s'annulent parce que, premièrement, ce terme dépend seulement de y de t et la dérivée par rapport à x, donc ce terme égale à 0. De plus, la pression ne dépend pas de x, donc la dérivée de p par rapport à x égale à 0. Donc, il me reste à écrire seulement les deux termes différents de 0. Donc, on va laisser ρ dérivée de v indice x par rapport au temps égale viscosité dynamique fois dérivée de vx par rapport à y2. C'est un dérivé de fois. Je m'excuse, j'ai oublié les deux. Donc, si on divise maintenant par la masse volumique, on trouve un terme physique qui s'appelle viscosité cinématique maintenant, nu. Donc, nu, c'est la viscosité dynamique sur la masse volumique du système. Dans le système international, l'unité, c'est mètre carré seconde moins 1. Bien sûr, l'unité de la viscosité dynamique, c'est pascal seconde. Et la masse volumique, masse sur volume, kilogramme par mètre cube. Donc, cette viscosité cinématique, l'équation obtenue est une équation de diffusion. C'est analogue à l'équation de diffusion de la température ou bien diffusion des particules. On peut alors se demander, est-ce qu'on peut trouver un vecteur densité de courant de particules? Non, vecteur densité de quantité de mouvement maintenant, au lieu de particules en mécanique, en diffusion des particules, ou bien courant thermique. Il suffit maintenant de réécrire cette équation en multipliant tout d'abord par ρ et ρ. Voilà. Bon, je vais écrire dérivée de Vx sur dt égale viscosité cinématique fois dérivée de Vx sur dy2 de part et d'autre. Je vais multiplier par ρ de part et d'autre et je vais introduire la quantité de mouvement par volumique, ρ fois Vx. Donc on peut écrire dérivée de Px sur dt égale viscosité cinématique dérivée seconde de Px sur dy2. Remarquons, si on va écrire cette expression sous la forme suivante, donc on peut écrire, voilà, ce terme, on peut introduire la notion de vecteur, densité de quantité de mouvement. Donc, J Px égale viscosité cinématique moins dérivée de Px sur dy. Et de façon générale, je peux écrire sous la forme nu grade de Px. Si on veut faire Px. Donc, on peut, je m'excuse, on peut écrire l'équation générale de diffusion de quantité de mouvement dérivée de Px sur dt égale moins nu moins dérivé par rapport à y. Le moins nu fois dérivé n'est autre que j px. C'est une équation homologue à une équation déjà vue dans le cours de diffusion des particules, d'après la loi de Fick. J de diffusion des particules moins D, coefficient de diffusion, grade de petit n nombre de particules par unité
de volume, donc à une dimension moins dérivée de n sur dx. Donc on peut écrire dérivée de n sur dt égale moins dérivée de j, coefficient diffusif de particules, sur dx, par exemple. Même chose en thermique, transfert de chaleur thermique. Dans le cours de thermique, on a aussi dérivée de la température par rapport au temps, ρ fois c, c capacité calorifique massive, égale moins dérivée de j thermique par rapport à x. Donc on a une analogie entre ces paramètres. Donc, passons maintenant à une autre paragraphe, ce qu'on appelle charge d'un écoulement. Perte de charge ou charge d'un écoulement. Je vais écrire le titre du paragraphe. Perte de charge. Perte de charge. Soit Z un axe vertical ascendant, la charge est définie en tout point de l'écoulement par la quantité suivante. P plus ρ fois G fois Z plus 1 demi ρ fois V au carré. V, vitesse de la particule fluide, ρ, masse volumique, P, pression locale, ρ, Gz, donc G, champ de pesanteur. La charge est homogène à une énergie volumique. Donc, on peut identifier chaque terme. 1 demi ρ V au carré n'est autre que la densité d'énergie cinétique de la particule en termes d'énergie cinétique. Par contre, le terme ρ G Z, c'est un terme d'énergie potentielle de pesanteur. Cette expression est valable seulement si l'axe Z est dirigé verticalement vers le haut. Et enfin, le terme P, c'est une composante de l'enthalpie volumique parce que petit h égale U plus P. Avec petit h, on peut l'écrire delta H sur delta V et U, énergie interne volumique, c'est dU sur dV élémentaire. Donc, P, c'est une composante de l'enthalpie volumique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire perte de charge? En raison des phénomènes de viscosité, la charge ne peut que diminuer le long d'une ligne de courant dans un écoulement permanent dans un tuyau. Ce phénomène est appelé perte de charge. Pour démontrer cette proposition, on va utiliser ce qu'on appelle l'équation de Navier-Stokes plutôt. Donc, ρ, dérivée de la vitesse par rapport au temps, plus V scalaire grade, appliqué tout à V, égale moins grade de la pression, plus ρg, et enfin, plus le terme de viscosité. Ce terme V scalaire grade, on peut l'écrire aussi grade de V au carré sur 2 plus ρ de V vectoriel. Donc, ρ dérivé de V sur D. Par contre, ce terme égale aussi moins grade de la pression et plus ρ. Et puisque l'axe Z est vertical dirigé vers le haut, donc le champ de pesanteur G, on peut l'écrire sous la forme moins grade
de G fois Z, plus le terme de viscosité. Si le fluide est incompressible, si le fluide est incompressible, ρ constante, donc je peux faire rentrer dans le grade. Donc, je vais on va avoir une expression ρ dérivée de V sur dt plus grade de ρ V au carré sur 2 plus ρ rot de V vectoriel V égale terme moins grade de P plus moins plutôt grade de rouge Z plus la force de viscosité. Donc, voilà l'équation dilatée de l'équation de Navier-Stokes dans le cas d'un fluide incompressible ρ constant et l'axe Z vertical dirigé vers le haut. En régime permanent, la dérivée de V sur dt égale vecteur nul et on va trouver ce terme gradient et gradient. Donc, une écriture plus simple de rassembler les gradients, les termes de gradient ensemble. Donc, on va trouver ρ V au carré sur 2 moins, donc plus, et l'autre ρ GZ. Il me reste égal, ce terme égal, terme de viscosité, seulement. Puisque le dérivé de V par rapport au temps égale 0 en régime permanent. Mais aussi, moins ρ de V vectoriel V. Voilà ce terme. Soit D indice L, DL, soit DL maintenant, soit DL, un élément d'une ligne de courant, Donc, on va multiplier de part et d'autre cette équation par DL, déplacement élémentaire sur une ligne de courant. Donc, d'après la définition ρ de V vectoriel V scalaire dl, par construction géométrique, ce terme égale 0, puisque ce produit vectoriel est perpendiculaire à dl. Donc, il me reste seulement à écrire grade de la fonction P plus ρ gz plus 1 demi ρ V au carré, le tout scalaire dl. Donc dl. Et d'après la définition du gradient, ce terme n'est autre que différentiel de cette fonction. Donc, je peux écrire maintenant l'équation finale différentiel de P, perte de charge, P ρ G, égale le terme de viscosité scalaire le déplacement dl. Revenons à l'exemple d'un tuyau, par exemple. Voilà l'axe
grand X, et voilà l'axe, par exemple, Y. Le fluide, en termes de viscosité, il admet profil de vitesse suivant. Phénomène d'adhérence. Donc, le vecteur V admet un maximum au centre. Donc, on a une concavité. Et par suite, dans le cas d'un tuyau, dans le cas particulier d'un tuyau, par exemple, le Laplacien de V peut s'écrire sous la forme dérivée seconde de V par rapport à x2, plus dérivée seconde de V par rapport à y2, le tout porté par x. Et en termes de concavité, on voit bien que la dérivée seconde de cette fonction est négative. Donc chaque terme est négatif. Et par suite, le Laplacien de V est même sens que moins x. D'où, comme conséquence, le terme Laplacien de V scalaire dl, c'est un terme négatif. Et on démontre, on finish, qu'on a diminution de perte de charge, puisque ce produit scalaire est négatif, c'est-à-dire que différentiel de cette quantité, perte de charge, est strictement négatif. Et ce terme négatif est dû en effet à un terme de viscosité. On peut aussi noter que P plus ρg n'est autre que P étoile, pression motrice. Donc, par exemple, je vais faire un petit exemple. Donc, soit, par exemple, un réservoir. Voilà un tube. Et sur ce tube, on va brancher quelques tubes fins. Et on remarque, lors de l'écoulement de l'eau, voilà l'eau, lorsqu'on a écoulement, la hauteur ici, elle va diminuer encore. On n'a pas la même hauteur. Et c'est une loi linéaire. Donc, plus et ça est à cause de la perte de charge et phénomène de viscosité. Donc, le niveau baisse, tube T1, T2 et T3. Donc, on remarque que les niveaux ne sont pas même niveau, malgré que la pression en haut, c'est une pression atmosphérique. Donc, passons maintenant à multiplier l'équation de Navier-Stokes par maintenant. Voilà. Si maintenant, je m'excuse, une petite remarque, si les forces de viscosité négligeables, ou bien fluide, on dit fluide, ou bien dans le cas d'un fluide parfait. Dans ce cas, le terme P plus ρ gz plus 1 demi ρ v au carré égale une constante sur une ligne de courant. En outre, si le fluide est irrotationnel, c'est-à-dire que ρ de V égale vecteur nu en tout point de vue. Donc, dans ce cas, l'équation P, ça c'est sur une ligne, P plus 1 demi ρ fois V au carré plus ρ gz égale une constante en tout point du fluide et qui s'appelle l'équation de Bernoulli. Donc, je passe maintenant à une petite remarque.
Si maintenant je multiplie l'équation de Navier-Stokes, ρ, donc on a déjà dit dans le cas du régime permanent, donc V scalaire grade appliqué à V égale moins grade de P plus rho G plus, voilà, l'équation de Navier-Stokes. Maintenant, si je multiplie le grade V, je remplace rho grade de V au carré sur 2 plus rho de V vectoriel V égale moins grade, c'est le cas du régime permanent, rho G plus l'équation de Navier-Stokes. Maintenant, si je multiplie par dl partout, si je multiplie par dl de part et d'autre de l'équation, dl et dl, je trouve dl scalaire grade fluide incompressible plus dl scalaire rho de V vectoriel V, ce terme il est nul, moins grade de P le tout scalaire dl plus rho G scalaire dl plus un terme de Navier-Stokes scalaire déplacement dl, c'est-à-dire une ligne de courant. Donc on trouve que d'après la définition différentielle de la densité d'énergie cinétique n'est autre que la somme des travail des actions du système. Donc voilà, grade de P scalaire dl, terme travail des forces de pression, travail des forces de pesanteur et aussi travail des forces de viscosité, ce qu'on appelle comme conséquence de théorème de l'énergie cinétique, déjà vu en mécanique classique. Donc la variation élémentaire d'énergie cinétique volumique de la particule est égale à la somme des actions volumiques que l'extérieur exerce sur la particule. Merci pour votre attention. À la prochaine.